qui nous plaît le plus chez Caros, on se lève pour ça, c'est de changer la vie des gens, d'améliorer significativement leur quotidien. Bienvenue dans PME Expérience, un podcast de Chef d'entreprise magazine. L'expérience des uns, c'est la force des autres. Et PME Expérience, ça tombe bien, c'est le rendez-vous où les dirigeants partagent leur expérience pour le bénéfice de tout le monde. Bonjour Olivier Binet. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Caros et nous allons passer un quart d'heure ensemble au cours duquel vous nous ferez part de votre expérience d'entrepreneur et nous parlerons en particulier de covoiturage ou plutôt de covoiturage, de venture capital, de recrutement et bien sûr de la vie de l'entreprise en période de Covid. Alors Caros, racontez-nous un peu ce que c'est. Caros, ça part d'une idée un peu folle il y a 7 ans qui consistait à dire que le covoiturage avait l'air de bien se développer sur les trajets longs pour aller de Paris à Lyon par exemple et qu'on continuait d'avoir beaucoup d'embouteillages aux abords des villes sur les trajets du quotidien, que les voitures étaient vides avec un conducteur ou une conductrice et très 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 peu de passagers, beaucoup de sièges libres. Et donc de se dire est-ce qu'on peut développer des technologies, un modèle économique, une approche nouvelle du covoiturage pour l'adapter au trajet du quotidien, pour que vous et moi, on puisse partager facilement un trajet de ce soir ou demain matin pour aller au travail. D'accord. Alors, l'idée vous est venue comment ? Vous avez un petit peu observé le marché ? C'était Blablacar était naissant. Comment ça vous est venu ? Moi, j'ai fait une majeure entrepreneur dans mon école de commerce à HEC. Je voulais monter ma boîte depuis très longtemps, puis je suis tombé dans le monde du venture capital, du private equity, qui est une cage un peu dorée dans laquelle j'ai fait plein de choses intéressantes. Et à un moment, passé à la trentaine, j'ai vraiment voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quelque part, j'ai décidé de me lancer avant même d'avoir eu une idée, comme beaucoup de gens. Ouais. Et puis, j'ai creusé pas mal de secteurs différents. Et c'est vrai que Blablacar ayant eu son succès, c'était le début du vrai succès de Blablacar 2013 à peu près. Je me suis dit, mais après tout, si les gens sont prêts à partager un trajet sur les longues distances, est-ce qu'on peut pas essayer de développer un métier en leur proposant de partager leur trajet pour aller au travail. Ok, juste une petite parenthèse. Pourquoi Caros, le nom Caros ? Alors, c'est carrosse, K-A-R-O-S, qu'on prononce carrosse, puisqu'en fait, c'est le carrosse moderne. L'histoire, c'est très simple, c'est qu'en 1662, Blaise Pascal a inventé le premier réseau de transport collectif. Oui. L'idée était de transporter le manant parisien en partageant des carrosses pour tous ceux qui ne pouvaient pas s'offrir un carrosse eux-mêmes. Au moment de créer cette entreprise, on s'est dit avec mon associé que finalement la problématique des carrosses de Blaise Pascal était toujours là. On avait certes créé des transports collectifs, mais finalement ceux qui avaient le droit de pouvoir se déplacer sans que ça pèse trop sur leur budget automobile étaient finalement assez peu nombreux. Puisque aujourd'hui, quand on est dans la classe moyenne ou la classe inférieure, modeste, soit on est dans le transport public parce qu'on n'a pas la chance de s'acheter une voiture, soit on a décidé de s'acheter une voiture, mais ça coûte extrêmement cher. D'accord. Et donc finalement, tous ces véhicules qui se déplacent sont des carrosses modernes, méritent d'être partagés et méritent d'optimiser la mobilité de tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre modèle ? Parce que c'est un petit peu particulier. C'est un jeu à 3, le Caros, si je ne me trompe. Ouais, c'est un jeu à 3, vous avez raison. Ce qui complique et ce qui facilite pas forcément le développement d'une entreprise, c'est ce qui le rend aussi intéressant. C'est un jeu à 3 parce qu'on est à la fois un métier B2B et un métier consumer. On est forcément consumer parce qu'on a une appli qui s'appelle Caros, que les gens téléchargent, EcoVoiture. On a à peu près 500 000 utilisateurs. Donc, c'est des gens qu'on doit aller chercher, motiver, qu'on doit accompagner dans leur usage. On doit en faire des covoitureurs répétés sur le long terme et engagés. Créer une communauté d'utilisateurs, c'est une très grosse partie de notre métier. Mais on est aussi B2B. J'évoquais le modèle économique qui est très particulier sur le covoiturage de courte distance par rapport à la longue distance. On est B2B parce que finalement, au quotidien, ce qu'on fait chez Caros, c'est un métier beaucoup plus proche d'un Transdev, d'un Keolis, d'un RATP ou d'un SNCF, c'est-à-dire d'opérateurs de transport, que de plateformes de consommation collaborative B2C, comme pourrait être un Blablacar, un Airbnb, un Le Bon Coin ou autre. Comme on crée une forme de réseau de transport additionnel en exploitant les sièges libres des gens qui se déplacent aux abords des agglomérations, dans les banlieues et les territoires plus ruraux, finalement, ce réseau de transport a une valeur
pour les entités qui achètent traditionnellement des services de transport public, c'est-à-dire des collectivités locales ou des grandes entreprises. Et donc, notre modèle, c'est bien de vendre des solutions technologiques et méthodologiques aux grands donneurs d'ordre du transport public, une collectivité comme Toulouse, comme Grenoble, comme la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité par exemple, qui sont 3 clients de Carrosse, mais aussi des gros employeurs comme Airbus, le Crédit Agricole, l'aéroport de Roissy ou d'Orly, les hôpitaux publics, la PHP et les hôpitaux publics de Paris. Voilà. Et donc, on est sur un modèle économique totalement B2B. Donc en fait, vous avez une double tâche. Il fallait à la fois que vous trouviez des clients covoitureurs et des donneurs d'ordre, si j'ose dire, qui sont les collectivités et les entreprises. Donc ça fait un double travail. Un peu comme la SNCF qui va avoir son client Île-de-France Mobilité, par exemple, en opérant un RER, et puis ce qu'il appelle ses usagers, chez nous on les appelle les utilisateurs ou les users, qui sont ceux qui empruntent le réseau. On est exactement sur le même type de modèle, sauf que nous, on n'a pas de chauffeur professionnel, on n'a pas de tram, de bus à maintenir ou à acheter. On opère purement du software et une capacité à agréger des conducteurs potentiels et des passagers sur une même plateforme. Mais alors, comment vous les facturez, les entreprises et les collectivités territoriales ? Alors, cette application mobile est totalement personnalisable avec différents paramétrages propres aux collectivités ou employeurs qui créent des communautés d'utilisateurs qui sont un petit peu chouchoutés avec des avantages de tout type, comme des places de parking réservées ou des gammes tarifaires avantageuses ou des choses comme ça. Et puis ensuite, elle va s'insérer, cette application, dans un ensemble de services méthodologiques, par exemple une aide à la communication au recrutement d'utilisateurs, un accès à une plateforme informatique qui permet d'avoir du reporting sur l'activité de covoiturage, les gains de CO2, la décongestion, le gain de pouvoir d'achat, etc., qui sont autant de services et d'outils qui ont de la valeur pour l'employeur et la collectivité. Donc, du coup, on facture ces prestations, en fait, à nos clients, collectivités, entreprises, ce qui fait que notre modèle, au sens vraiment économique du terme revenu, est 100% B2B. D'accord. C'est-à-dire que donc j'en conclus que c'est gratuit pour les usagers ? C'est gratuit pour les usagers. En réalité, c'est même encore plus que gratuit parce qu'aujourd'hui, grâce à la loi d'orientation de mobilité qui est sortie il y a maintenant un peu plus de 18 mois, il y a 2 articles dans cette LOM qui poussent à la fois les collectivités et les employeurs à venir financer les dispositifs de covoiturage domicile-travail. Et donc, grâce à 2 étages, si vous voulez, de cofinancement des employeurs et des collectivités, on a aujourd'hui une vaste partie, quasiment la moitié de nos covoiturages, où le passager ne paye absolument rien. C'est gratuit pour lui de se déplacer. Et ce que perçoit le conducteur, c'est-à-dire en gros le coût de son essence, qui est totalement remboursé, est finalement payé par son employeur ou sa collectivité. D'accord. Sachant que tout ça représente des montants qui sont dérisoires par rapport à ce que coûterait la mise en place d'un bus, en fait, sur ces mêmes trajets. C'est là tout l'intérêt de ce qu'on fait du point de vue de la puissance publique ou de l'employeur. D'accord. Dites-moi, il fallait quand même un petit peu de techno pour lancer tout ça. Ça coûte un peu cher. Comment vous avez fait au départ ? Alors, il faut beaucoup de techno pour faire ça, parce qu'on n'est pas une simple plateforme web de site d'annonce de covoiturage du tout. On a dû développer un vrai moteur d'intelligence artificielle connecté à notre application pour vraiment bien comprendre avec précision les habitudes de mobilité des utilisateurs et pour pouvoir vous connecter, Eric, avec la bonne personne ce soir à la bonne heure. On a vraiment besoin de bien comprendre vos habitudes et vos itinéraires. Donc tout ça représente des millions d'euros de R&D. Alors ça s'est fait au fil de l'eau, en démarrant grâce à du love money, entre guillemets, puisque c'était du love de nos anciens patrons, que ce soit mon associé Tristan ou moi-même, qui au moment de quitter notre job respectif nous ont dit je crois en vous, on a envie de vous soutenir. Donc ils ont mis un ticket de démarrage, se sont agrégés quelques business angels qu'on avait dans notre réseau de connaissances, on va dire. Et puis ensuite on a gagné un gros concours d'innovation avec BPI qui s'appelle eLab, qui chaque année détecte 5 projets qu'ils considèrent les plus
novateur pour l'économie française, avec beaucoup de R&D. Donc là, de mémoire, on a dû avoir 500 000 euros de subventions de recherche et développement. Donc avec ça, on a pu démarrer, faire une preuve de concept. Et puis ensuite, on a levé de l'argent avec des fonds, comme Aster, Aglaé Ventures, le groupe Eiffel. Et puis plus récemment, on a levé de l'argent avec la Commission européenne qui investit en direct dans les startups, désormais avec un fonds d'investissement qui s'appelle l'EIC Fund. Et puis avec la Massif, qui rentre dans notre secteur avec beaucoup de volontarisme, puisque la Massif considère que c'est son job en tant qu'assureur d'accompagner notamment ses assurés vers plus de mobilité durable et partagée. Oui, donc tout ça fait un cercle vertueux qui a fonctionné tant sur le plan technique que financier. Exactement, donc la technologie s'est faite notamment grâce au job de mon associé et d'un gros tiers de notre équipe maintenant. On a près d'une vingtaine d'ingénieurs en informatique et autres personnes qui travaillent directement sur les produits techniques. Et puis les financements ont suivi. Alors les financements ont suivi au fil de l'eau en fonction de notre croissance d'usage. En fait, plus on avait d'utilisateurs et plus on avait de clients. Puisque vous l'avez très bien dit au début, il nous faut les deux jambes chez nous pour avancer. Olivier, il est temps de passer à la question roulette. Je vous tends une petite tablette et vous tournez sur le petit rouleau électronique et vous allez voir apparaître une question. Alors, quelle est-elle ? Alors, quelle est votre plus grande réussite ? Mon Dieu. Ma plus grande réussite, par rapport à, je pense que en tant qu'entrepreneur, je pense que ma plus grande réussite, au-delà d'avoir construit une entreprise qui aujourd'hui n'est pas encore rentable, mais s'est bien développée et finalement donne du boulot à près de 50 personnes, ce qui est toujours agréable. Je pense qu'à titre perso, ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à peu près, c'est toujours perfectible. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai à peu près réussi en tant que chef d'entreprise à ne pas trop me faire bouffer, si vous me permettez l'expression, par mon entreprise dans ma vie perso. J'ai 2 petits garçons que j'ai pas beaucoup vus pendant les premières années de lancement de ma boîte. Alors j'avais été à mauvaise école puisque je travaillais dans le monde de l'investissement financier où on compte pas ses heures et on travaille jusqu'à des heures folles au bureau. Mais j'étais resté à peu près sur le même type d'horaire et d'investissement dans le cadre du lancement de mon entreprise, ce qui aurait pu me coûter cher. Et au fil du temps, j'ai essayé de m'entourer. On a essayé avec mon associé de s'entourer de gens de plus en plus seniorisés, de plus en plus compétents pour prendre des champs entiers de notre métier. Je pense que un bon patron, c'est un patron qui, finalement, s'il n'est pas là pendant une semaine, ça tourne parce qu'il a réussi à parfaitement organiser son entreprise. On n'en est pas là du tout chez Caros, mais je pense qu'on tend vers une organisation qui est de plus en plus efficace. Et ça, ça permet du coup de passer un peu plus de temps, de dégager du temps. Alors, le temps, c'est surtout du temps d'esprit d'ailleurs, hein, parce qu'on peut être là à la maison, mais finalement, on est quand même l'esprit ailleurs, pour pouvoir bien faire la part des choses, sans culpabiliser ni d'un côté ni de l'autre, quoi, en se disant, mais dis donc, je suis loin de ma famille parce que je bosse trop, ou alors je suis loin de mon travail parce que je passe du temps avec mes enfants. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une fierté assez importante et je pense que c'est chez n'importe quel entrepreneur, il faut faire attention au burn-out et voilà, il n'y a pas oublié le reste. Ça m'amène un petit peu à une question que je souhaitais vous poser, qui est en fait, quel est votre style de management pour pouvoir justement trouver cet équilibre dont vous parliez ? Donc un bon entourage et aussi beaucoup de délégations, beaucoup de... Ouais, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que ce matin, avec mon associé, on était en train de préparer les évals annuels et on se rendait compte qu'on avait encore... Les évaluations annuelles de nos collaborateurs, exactement. Et donc, on était en train de réfléchir au format et à ce qu'on allait leur demander de répondre, etc. Et une fois de plus, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu trop, mais c'est quand même un parti pris, dans quelque chose d'assez... de très humain, et peut-être trop, peut-être un peu paternaliste aussi, mais qui consiste à quand même passer beaucoup de temps sur le ressenti du collaborateur, sur son épanouissement dans l'entreprise,
Est-ce qu'il a vocation à s'y développer, à acquérir des compétences complémentaires, à bien s'entendre avec ses collaborateurs? Et je pense que ça, c'est grandement au centre de ce qu'on fait. Ça implique peut-être d'être un tout petit peu moins sur l'objectif très précis et être certain que l'objectif va être rempli et éventuellement venir sanctionner quand il peut y avoir un peu de retard ou un peu de manquement par rapport à l'objectif. Mais on considère que quand globalement les gens font du bon ou du très bon travail, c'est très très important pour pouvoir les retenir sur le long terme dans un marché très tendu aujourd'hui. Pas d'être dans une famille parce que c'est jamais ça, mais d'essayer quand même de faire en sorte que le collaborateur se sente vraiment partie prenante du projet, qu'il y ait une forte transparence sur l'information et que il ait envie de grandir en fait tout simplement avec nous. Et il y a un vrai enjeu d'ailleurs de faire grandir les talents quand on a beaucoup de vingtenaires à fort potentiel et que l'entreprise grandit, mais encore faut-il réussir à leur trouver un parcours personnel au sein de l'entreprise, c'est jamais simple. Parce que ces grosses têtes, ces data scientists, c'est pas forcément facile à gérer, facile à trouver et facile à garder. Oui, data scientist ou autre, il y a plein de compétences très niches chez nous, comme savoir s'adresser avec pertinence à une collectivité locale, comme même faire du B2B auprès des RH, etc. Il peut y avoir parfois des comportements de diva sur des métiers de niche comme ça, enfin en tout cas qui peuvent être perçus comme des comportements de diva. Après, on est aussi face à des situations où voilà, on a des gens qui sont très compétents et qui méritent un salaire à leur niveau, et puis aussi tout un environnement de travail. On fait très attention à l'environnement de travail pour que nos collaborateurs et collaboratrices soient dans le meilleur environnement possible. Ce qui peut paraître too much parfois, moi ça me fait sourire, mais bon, voilà, il faut que le café soit bon à la machine à café, quoi. Et en dehors du café, du bon café à la machine, il y a des participations au capital des salariés ou Tout le monde est actionnaire chez tout le nous, monde est actionnaire? D'accord. par principe, enfin actionnaire ou potentiellement actionnaire, Potentiellement surtout actionnaire, oui, d'accord. via plan de BSPCE, oui, tout à fait. Vous écoutez PME Expérience. En préparant cette émission, ce petit podcast, on parlait de recrutement et vous me disiez que il y a quand même des profils qui sont extrêmement difficiles à trouver aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, des profils de tout type sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Quand on cherche des talents qui vont être relativement peu diplômés et jeunes, parce qu'on a besoin de trouver des gens qui coûtent pas trop cher pour assurer notamment du service utilisateur, etc. Encore faut-il trouver des gens qui s'expriment bien, qui comprennent bien l'ambition de l'entreprise, qui soient investis, etc., etc. Et puis après, vous allez à l'autre bout du spectre avec des gens qui sont surdiplômés et qui sont très recherchés dans les domaines de la data science ou du software engineering. Mais je vous évoquais aussi tout à l'heure les problématiques de marketing et de commercial auprès des collectivités locales. C'est des métiers qui sont des savoir-faire qui sont très particuliers. Et à chaque fois, pour tous ces métiers-là, dans le dernier cas, on va être en concurrence avec des Suez, des Bouygues ou des Transdev. Du niveau des data scientists, on est en concurrence quotidienne avec des Google et des Facebook. Et dans tous les cas, les salaires sont souvent beaucoup plus élevés dans les grosses boîtes. Donc, comment on attire les talents? Précisément par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, en les faisant participer. Mais ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut faire. C'est pas factice du tout. On se force pas, mais on veut les faire rentrer complètement, pleinement dans notre aventure entrepreneuriale. On considère que ce sont des entrepreneurs. Ils sont au capital. Ils décident de beaucoup de choses. Et on est dans quelque chose d'assez collégial, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir des gens de très haut niveau qui sont beaucoup plus dans une relation ou dans un projet intrapreneurial ou entrepreneurial que s'ils étaient chez Google ou chez Transdev. D'accord. Dites-moi, vous avez quand même dû souffrir avec le confinement, puisqu'il y avait quand même plus beaucoup de déplacements. On a énormément souffert pendant le confinement. On a beaucoup appris en tant que manager. Je me souviens d'un mois de fin mars et avril 2020 où on s'est posé des milliers de questions et on a sérieusement douté de notre avenir.
Il a fallu... on a perdu 89% de notre activité du jour au lendemain, Oui, puisque les gens ne se déplaçaient plus. Donc, c'est pas courant. Heureusement, notre chiffre d'affaires n'a pas chuté d'autant, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, dans notre modèle économique, on a à la fois des contrats dans nos contrats, on est à la fois générateur de chiffre d'affaires en fonction de nos volumes, mais aussi via des accès à nos plateformes technologiques qui sont des revenus fixes, comme sur un modèle SaaS. Donc, on avait quand même un matelas qui a un peu amorti. Pour autant, il a fallu continuer à mobiliser nos équipes. Il a fallu s'assurer que on avait suffisamment d'argent pour faire le dos rond. On est évidemment allé taper à la porte des banques pour avoir un PGE. Et puis, on a fait beaucoup de chômage partiel. Et toute cette période a été extrêmement compliquée. Mais je crois, j'imagine, qu'on a beaucoup appris aussi de toute cette période compliquée, voilà, qui n'est pas finie d'ailleurs, oui, mais qui s'est quand même fortement stabilisée. Ouais. Du coup, vous sortez comment de cette crise sanitaire, même si on y est encore un petit peu avec un peu de télétravail institutionnalisé, j'imagine? Oui, alors nous, on a toujours identifié le télétravail comme un ami du covoiturage domicile-travail, plus que comme un concurrent, parce qu'en fait, historiquement, nos utilisateurs qui covoituraient faisaient déjà beaucoup de télétravail. On s'aperçoit que les gens qui télétravaillent sont des gens qui ont plus d'appétence pour le covoiturage parce qu'ils ont déjà réfléchi à une forme de flexibilité par rapport à leurs habitudes quotidiennes. Donc, on considère que l'un nourrit l'autre et ça nous convient très bien. Donc, on est assez ravis de voir que le télétravail se développe de manière assez importante dans toute la société. Évidemment, si tout le monde télétravaille à 100%, personne ne se déplacera en présentiel, mais ça n'existera pas. On voit bien qu'il y a un équilibre qui va se faire. Aujourd'hui, le marché reste difficile parce qu'on est en reconquête par rapport à où on en était juste avant le Covid. On revient tranquillement à nos niveaux de pré-Covid. En revanche, on a inventé entre guillemets quelque chose de nouveau et avec tous nos confrères sur notre marché, on a beaucoup évangélisé auprès des entreprises et des collectivités. Et en fait, tout ça a continué, même si on a été moins au contact des employeurs et des collectivités, parce que pendant 18 mois ou pendant 12 mois surtout, jusqu'au printemps dernier, elles étaient moins impliquées et moins concernées par ces sujets de déplacement. Mine de rien, tout ce qu'on leur a raconté depuis des années a continué d'infuser. Et donc, il y a une vraie maturité sur le marché pour acheter des solutions comme les nôtres qu'il n'y avait pas avant. Donc, on est plutôt en très bonne position. Néanmoins, on reste extrêmement prudent parce qu'on sait très bien que s'il y a un Omicron ou encore je ne sais quoi d'autre qui arrive, les gens se déplacent moins, on a fatalement moins d'activité. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Le gros relais de croissance qu'on a chez Caros, c'est l'international. On a commencé à se développer au Danemark, en Algérie. On fait un test en Suède en ce moment. Et donc, on est en train d'accélérer ce développement international parce que la problématique qu'on a évoquée depuis tout à l'heure, qui consiste à pouvoir se déplacer d'une petite ville à une autre petite ville ou une zone d'emploi en dehors d'un centre urbain, sans voiture, qui est à peu près impossible partout, est une problématique mondiale. Voilà, donc il y a de quoi faire partout. Quel est l'avenir financier de Caros? Une sortie en bourse? Une cession à Blablacar? Bon, l'avenir de Caros, ça dépendra beaucoup de notre profil de croissance. Donc c'est difficile de le savoir. Aujourd'hui, nous, on a fait une levée de fonds en début d'année 2021. Donc on a 2 belles années devant nous. Là, désormais, on doit exécuter et continuer de croître, que ce soit auprès de nos utilisateurs ou de nos clients, collectivités, entreprises. Et sur le long terme, on est un actif probablement important pour tous les gros opérateurs qui s'intéressent à la mobilité du quotidien, que ce soit les constructeurs automobiles qui vont vers la mobilité de plus en plus, que ce soit les opérateurs de transport qui cherchent des solutions alternatives, etc. Tous les players qui s'intéressent à la Smart City. Il y en a énormément qui viennent de l'énergie ou du transport ou de la sécurité ou autre. Donc voilà, on est une composante de tout ça. Est-ce que le marché est énorme devant nous? Il y a un gros potentiel international. Alors du coup, est-ce qu'on restera indépendant jusqu'à une introduction en bourse? Écoutez, ce serait formidable si on arrive à le faire. Est-ce qu'à un moment, on devra s'adosser à un gros acteur industriel? On y réfléchira aussi.
Tout est possible. Et puis après, il y a des applications dans des métiers adjacents de notre technologie qu'on a encore à peine regardé, mais typiquement sur la logistique du dernier kilomètre ou des choses comme ça, où il y a énormément de flux à optimiser grâce à l'étude et à l'apprentissage des déplacements tels qu'on le fait sur le covoiturage. Ok. On va conclure avec notre petite question gimmick, qui est en fait une question que je vous pose. C'est quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? La question que j'aurais aimé que vous me posiez, on n'a peut-être pas. Ouais, j'adore parler de nos utilisateurs et de nos utilisatrices. On n'a peut-être pas suffisamment parlé d'eux. Et peut-être que j'aurais aimé que vous me posiez la question qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, par exemple, ou dans votre aventure entrepreneuriale. Et je vous répondrai avec plaisir que ce qui nous plaît le plus chez Caros, tous, je pense, on se lève pour ça, c'est de changer la vie des gens, et d'améliorer significativement leur quotidien. C'est des gens qui ont pu trouver un emploi grâce à notre solution parce qu'ils sinon ils n'auraient pas pu se déplacer pour rejoindre ce lieu d'emploi. C'est aussi beaucoup de pouvoir d'achat. Des centaines et des centaines d'euros, souvent en moyenne 1200 euros par utilisateur à la fin de l'année, donc un 13e mois pour des gens qui sont au SMIC. Et puis, c'est aussi beaucoup de rencontres. Il y a une quinzaine de jours, reçu un formidable message un vendredi midi d'une utilisatrice qui nous a dit « Je me marie demain avec Michael M, que j'ai rencontré il y a 2 ans sur Caros. » Voilà, je voulais vous le dire. C'est beau. Donc voilà, donc on aime beaucoup ces rencontres et le fait que les gens se fassent des amis. Ok, jolie question, jolie réponse. Merci Olivier Binet. Merci beaucoup à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la série PME Expérience. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur les plateformes et à nous laisser des étoiles. Cette série a été réalisée par Reworld Media et Atelier B en association avec NetMedia.